ça c'est pas ça va pas exploser, hein, vous inquiétez pas. Voilà le home, les 3 homes virtuels. Alors, eh bien, en tout cas, bienvenue et puis merci donc pour l'accueil par l'association Regard sur l'Inde et à la mairie de Annès et Beaulieu, si je prononce bien, hein, c'est ça. Alors, bon, on a gardé quand même nos couches de manteau parce que le froid s'installe. Alors moi, je viens vous parler du Vastu Shastra. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je l'imagine que si vous êtes là, vous avez un intérêt pour l'Inde, pour la spiritualité. Mais c'est vrai que le Vastu, on ne connaît pas forcément. C'est quelque chose qui est très connu en Inde, qui est très appliqué là-bas, mais ça ne s'est pas exporté comme le yoga ou l'Ayurveda. Et donc, avec mon mari, Laurent Montels, nous avons ouvert une école de Vastu Shastra, pas loin d'ici, à 1 heure d'ici, en Gironde, tout près de la Dordogne. Et dans cette école, eh bien, on forme des personnes qui sont beaucoup des architectes d'intérieur, des consultants en Ayurveda, des professeurs de yoga, ou des thérapeutes, pour la plupart, qui ont envie d'apporter aussi on va dire, une touche supplémentaire, une offre supplémentaire à ce qu'ils proposent. Et pour les architectes, c'est aussi un moyen pour eux de donner du sens à ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, dans ce monde très mental, eh bien, on ne s'aperçoit pas de la responsabilité qu'un architecte a quand il construit une maison. C'est une maison, déjà le lieu où on habite, dans le yoga ou dans les Védas, le Vastu, c'est la maison, c'est notre 3e peau. C'est vraiment un prolongement de notre corps psychique et de notre corps physique. Et de plus, quand un architecte crée un bâtiment public, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impactées par ce lieu, parce qu'ils viennent travailler tous les jours. Et s'il y a des incohérences dans la construction, dans l'énergie, on va en parler après des paramètres, quand il y a comme ça des incohérences, eh bien ça peut générer des problèmes chez les personnes. Ça peut générer quoi? Ça peut générer des conflits, des projets qui n'avancent pas, des maladies, des arrêts maladie, des démissions à gogo, du turnover, enfin ça peut générer des choses qui ne sont vraiment pas vivables dans l'énergie. Et une maison qui n'est pas calée énergétiquement, ça amène quoi? Ça amène de la maladie, des conflits dans le lieu, de la perte matérielle, des soucis matériels, des soucis relationnels. Et donc, les architectes, quand ils viennent se former, mais il n'y a pas que les architectes qui viennent se former, mais en tout cas les architectes, ça leur permet de prendre conscience de cette responsabilité-là. Parce qu'on ne construit pas une forme, on ne construit pas un bâtiment par hasard ou en suivant son mental ou un simple PLU. Vous voyez, quand on construit une maison, il y a un PLU, bon, on a des obligations, mais nous, dans notre métier, c'est aussi de jongler avec ces obligations, mais de faire en sorte que la maison soit vivable, ou le lieu soit vivable. Et pour ça, il y a des grandes notions à respecter. Ces grandes notions, c'est déjà la forme de la maison. Parce que la maison, quand on pense pour vous donner une idée, la forme la plus harmonieuse à laquelle on puisse penser, c'est le cercle. Le cercle, c'est une forme extrêmement harmonieuse. Eh bien, dans le Vastu, on dit que le cercle ou le carré, puisque en fait un carré, c'est la forme dans laquelle un cercle peut s'insérer ou circonscrire, et je ne sais plus l'autre terme. Enfin, le cercle peut rentrer dans le carré ou il peut enserrer aussi un cercle, pardon, je vais y arriver. Et donc, le carré est une forme extrêmement harmonieuse. Après, vous avez le rectangle aussi, 1/2. C'est-à-dire, vous avez la largeur, la longueur sur la largeur qui ne doit pas être différente de 1/2. Ou avec le nombre d'or. C'est-à-dire, vous avez la largeur, la longueur, et si vous faites la longueur divisée par la largeur, vous devez trouver le nombre d'or qui est 1,614. Et après, il y a aussi, monsieur, vous me parliez des maisons faites en fonction des habitants aussi. Et là, dans la tradition Vastu, on prenait la coudée du maître de maison et on
on crée la maison dans le prolongement du corps du maître de maison. Alors bon, c'était le maître de maison, c'est dans la tradition, mais effectivement les choses évoluent aussi. Mais ce qui était un peu la limite de ce système, c'est qu'effectivement on prend le coudé du maître de la maison, mais là les maisons en fait elles ont plusieurs vies forcément. Donc le coudé la coudée d'un maître n'est pas forcément en correspondance avec les autres habitants. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était vraiment bien établi en Inde. Et du coup, donc ça, c'est quand même un point important, c'est d'avoir la forme de la maison. Parce qu'une forme, en fait, elle a une symbolique. Par exemple, nous, ce qu'on fait souvent au niveau de l'Institut, on regarde des plans. Et les plans, alors vous voyez les maisons contemporaines, hein, les plans, les maisons, hein, c'est en L, et encore en L, ça va à peu près, mais des fois c'est biscornu, c'est des trucs... ou alors c'est des maisons qui ont été rachetées, et alors on en prend un bout là, et on en reprend un bout, on rajoute. Du coup, la forme, elle n'a plus de sens. Et, enfin, elle n'a plus de sens. Elle n'a plus de forme. Et du coup, l'harmonie n'est plus là. Et quand on lit un plan, parce qu'on nous demande des diagnostics sur les maisons, c'est-à-dire qu'à partir du plan, à partir de l'implantation, de l'environnement, de plusieurs critères, on va pouvoir déterminer déjà, avoir un bilan énergétique, alors pas énergétique au sens chauffage, mais d'énergie vitale. Et donc quand, en fait, notamment quand je fais des diagnostics, je regarde un plan, et en fait le plan, il me parle de l'histoire de la maison et des habitants. Parce qu'en fait, une maison, une forme de maison, c'est un symbole. Alors vous voyez le carré, c'est un symbole harmonieux, mais quand on commence à avoir une forme géométrique biscornue, ça parle d'autre chose. Et en fait, une maison, on ne choisit pas sa maison par hasard. C'est-à-dire que quand on va prendre une maison par affinité avec les choses que l'on a travaillées nous-mêmes. Et donc, quand on a une symbolique un petit peu biscornue, c'est qu'il y a certainement... Alors après, en fonction des éléments, parce qu'il faut regarder quelle est la part biscornue, qu'est-ce qui est harmonieux, en fonction de la cardinalité, des éléments que l'on a placés dans la maison, eh bien, on arrive à dresser la personnalité ou les zones d'ombre et de lumière de chaque habitant. Et ça, c'est fabuleux. Et c'est vrai qu'en lisant un plan, les gens sont surpris parce qu'ils disent « Mais comment vous savez ça ?» Je le lis au travers de cette symbolique que vous avez choisie et que vous avez élue comme habitat. C'est-à-dire que votre maison, c'est votre carte d'identité, mais vous avez choisi une forme pour y vivre et pour vous y développer. Mais forcément, il y a des formes, comme je vous disais, plus ou moins harmonieuses. Et donc notre travail aussi, c'est d'aller rétablir énergétiquement la forme de manière à ce qu'elle soit le plus harmonieuse possible, la plus harmonieuse possible. C'est-à-dire aller réparer les zones d'ombre finalement de la maison, mais qui sont aussi en adéquation avec nos propres zones d'ombre. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on commence à travailler sur une maison et qu'on réharmonise la maison, et cette part qui est un peu à travailler, eh bien ça fait écho avec l'habitant qui va travailler aussi intérieurement sur ce qu'il a à vivre. Alors ça peut créer parfois un peu de chaos intérieur. Vous savez, avant l'harmonie, il y a souvent le chaos. Et c'est vrai que c'est aussi notre travail d'accompagner les personnes dans ce chaos. Alors on n'est pas des thérapeutes, bien sûr, de l'humain, quoique, mais bon, on est avant tout des thérapeutes de la maison. Mais c'est aussi informer les personnes qui font du Vastu en disant vous avez choisi de réharmoniser votre lieu, ça veut dire que vous-même, en écho, vous serez réharmonisé, mais ça va peut-être passer par des choses, par un certain point d'équilibre jusqu'à trouver l'équilibre. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ça peut être quelque chose qu'on a mis sous le tapis, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui me vient là? Des fois, il y a des choses comme ça qui me viennent, mais qui ne sont peut-être pas par hasard. Par exemple, un dossier administratif qu'on aura mis sous le tapis, quelque chose qu'on n'a pas envie de s'occuper, je ne sais pas, à propos d'un héritage ou je ne sais quoi.
on le met de côté. Et puis on fait le vastu et il y a le notaire qui vous appelle en disant non mais là il y a quelque chose à régler parce qu'il y a tel problème. Vous vouliez pas voir ce problème, mais finalement il arrive parce qu'il y a besoin de le régler pour passer un cap supérieur dans votre connaissance de vous-même. Et c'est en ça que le vastu est une discipline spirituelle. C'est-à-dire que le vastu est issu des Védas, tout comme l'Ayurveda, le yoga, le Bharatanatyam, que vous allez voir aussi tout à l'heure. Ce sont des disciplines qui sont à la fois que l'on peut utiliser comme ça à titre de divertissement, entre guillemets, mais au fond, c'est vraiment de la connaissance de soi. Et c'est le vastu, c'est le yoga de l'habitat. On évolue avec l'appui de son habitat. Et c'est extrêmement puissant. Alors comment on procède? On utilise la force diamagnétique. On utilise du marbre et du cuivre, alors des petits carrés de marbre et puis des petits carrés de cuivre. Et en fait, on induit l'énergie avec ces carrés de marbre et ces petites plaques de cuivre. Et en fait, de quelle énergie on parle? On ne parle pas d'énergie électrique, on parle d'énergie vitale, du chi, de ce qu'on appelle le chi ou le prana dans le yoga. Et donc l'idée du vastu, c'est aussi d'aller mettre du prana dans l'habitat. Alors comment on fait? Nous, on utilise, comme les géobiologues, on utilise le pendule et l'échelle de Bovis. Donc on part sur l'échelle de Bovis, donc je ne sais pas si certains voient ce que c'est, hein. C'est un demi-cercle avec les différentes mesures. Et donc, en général, les maisons ici, ça va de 2000 qui est très négatif, très toxique. Donc ceux qui vivent dans un habitat à 2000 unités Bovis, c'est vraiment toxique pour leur bien-être et pour ça peut créer des gros problèmes de santé. Et ça va jusqu'à 30 000, on va dire. Quand vraiment il y a eu beaucoup d'amour dans la maison, que la forme est harmonieuse, qu'il n'y a pas trop de problèmes, de problématiques. Et en fait, au niveau du vastu, quand on commence à intervenir, on arrive à des chiffres beaucoup plus importants parce qu'en fait, on demande à l'énergie de rentrer. Et on l'induit en fait dans les pièces, dans chaque pièce, on demande à l'énergie de rentrer et on utilise donc ces petits matériaux pour justement les faire passer dans les pièces et que ce soit harmonieux. Parce que l'énergie n'aime pas, par exemple, ce qu'on appelle des conflits. L'énergie, elle a besoin de rentrer et de sortir, mais par un seul endroit. C'est comme de l'eau, vous voyez, comme si on faisait passer de l'eau dans la maison, et il y a besoin d'une logique. S'il commence à y avoir des conflits et des choses qui se tournent, etc., c'est le bazar. Donc l'idée, c'est d'apporter de la logique, de la cohérence et de l'harmonie dans la circulation de l'énergie de la maison, et puis également dans le terrain. Et dans le terrain, ce qui est important, c'est que l'ouest soit consolidé dans l'énergie. Pourquoi? Parce que en fait, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et donc, le fait de se coucher à l'ouest, eh bien, ça décompense. C'est une énergie du sommeil, c'est une énergie qui est... vous voyez, je fais ça, mais qui est un peu en déliquescence. Et donc l'idée, c'est de consolider cette énergie pour qu'il y ait quelque chose qui soit très harmonieux sur l'ensemble de l'habitat. Et on s'intéresse aussi au niveau du vastu, donc à la forme. On s'intéresse à l'emplacement de la maison sur le terrain, c'est très important aussi. Au point d'eau, est-ce qu'il y a des piscines? Où est-ce qu'elles sont placées? Parce qu'une piscine mal placée peut décompenser énormément l'énergie. On s'intéresse à la géobiologie aussi. On agit sur la géobiologie, donc peut-être certains connaissent les cours d'eau évidemment, mais tout ce qui est nœud Hartmann, grille énergétique avec les nœuds, etc. Donc pour ça, on utilise des antennes. Et on s'intéresse aussi aux mémoires du lieu. Parce que en fait, on s'occupe de la forme, comme je vous disais, mais la mémoire des lieux a une part vraiment extrêmement importante. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu?
Donc, s'il y a eu du bonheur et beaucoup de joie, eh bien, les murs vont transpirer cela. Et même si la maison est un peu brinque-ballante, s'il y a eu du bonheur, déjà, ça va, au niveau du taux vibratoire, ce ne sera pas le même. En revanche, s'il y a eu des drames ou s'il y a eu des choses historiquement lourdes, eh bien, le lieu porte cette empreinte. Et là, c'est encore autre chose. Et donc, ça fait aussi partie du Vastu que de nettoyer, on va dire éliminer ces mémoires pour que, bien justement, les personnes qui vivent dans le lieu ne soient pas aspirées par cette énergie. Et, et donc, dans les mémoires, en fait, il y a ce qui s'est passé, et puis il y a aussi les entités. Alors, les entités, c'est un peu plus rare, mais en général, c'est souvent les mémoires, en fait. C'est vraiment s'il y a eu de la tristesse, s'il y a eu voilà, des drames, comme je vous disais, ou historiquement aussi, ça peut être des lieux extrêmement chargés. Ça ne peut pas être forcément l'habitat en tant que tel, mais ce qui s'est passé autour, qui va impacter aussi le lieu. Donc, si vous êtes dans un village où il y a eu des meurtres, je sais pas, des massacres, ça va rester dans le village et ça va impacter aussi l'habitat. Donc c'est vraiment important de savoir aussi quand on choisit une maison ce qui s'est passé dans le lieu. C'est savoir qui y habitait, est-ce qu'ils ont été heureux, et on remarque, et ça on le voit au fur et à mesure des vastus, c'est que comme je vous disais que les plans parlaient aussi des habitants, eh bien, on ne choisit pas non plus sa maison par hasard par rapport à la mémoire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que y a des drames qui se répètent, mais qui ne sont pas forcément liés au lieu. Mais c'est comme, vous voyez, dans un couple où il y a des névroses qui s'emboîtent bien. Ben là, c'est pareil. En fait, on va trouver la maison qui va appuyer là où il va falloir aller travailler et aller voir. Ou des fois dans les mémoires transgénérationnelles, les mémoires familiales, eh bien on s'aperçoit que ce qui s'est passé dans la maison, ça s'est passé aussi dans les générations des habitants. En fait, tout est vibratoire. On a une conscience en Occident très restreinte, c'est-à-dire qu'on voit une maison, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'emplacement, on regarde le prix et on regarde si elle est jolie, à peu près. Mais en fait... ces 3 critères, mais ça, quand on choisit une maison, c'est bien plus que ça. Mais même quand on imagine qu'on n'a que ces 3 critères, parce qu'en fait, vibratoirement, ça parle à notre inconscient. Et donc, on choisit une maison parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va devoir travailler et il va falloir appuyer aussi, et appuyer sur l'accélérateur. Mais évidemment, la vie nous met face à des problématiques que l'on doit dépasser pour grandir. La maison peut faire aussi partie de ces problématiques, poser des problématiques, mais après c'est à la personne aussi de faire le choix, elle a évidemment le choix d'accélérer ce processus ou pas. Et le Vastu, en fait, c'est un accélérateur de processus. C'est-à-dire que en choisissant une maison, ben, peut-être que en faisant tout seul, sans qu'il y ait vraiment de conscience posée, ça va peut-être... vous allez peut-être faire des prises de conscience, enfin en fonction, ça dépend évidemment de votre degré de travail intérieur, mais peut-être 10, 20 ans, ça va vous faire évoluer sur 10, 20 ans. Avec le Vastu, c'est un catalyseur, c'est-à-dire que là, on prend le véhicule, on prend voilà, vous étiez peut-être sur une Dodoche, pour l'exemple, et puis là, on prend la Ferrari et il va falloir apprendre à la conduire. Et dans le processus de connaissance de soi. Et donc, c'est un choix aussi conscient de se dire, bah oui, je suis prêt ou je suis prête à y aller, à aller regarder mes problématiques en face et peut-être à aller choisir un autre lieu, parce que des fois, il y a des personnes qui veulent faire un Vastu parce qu'ils veulent quitter leur lieu, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a des problématiques à régler avant. Alors souvent, on va dire que c'est matériel, oui, mais il faut que je règle ça et ça. Mais c'est plus profond que ça. C'est émotionnel, c'est mémoriel, il y a des choses à voir et à régler. Et donc, le Vastu va vraiment favoriser ça. Donc, entre le Feng Shui et le Vastu,
on va dire que le Feng Shui a le même but, c'est-à-dire augmenter le taux vibratoire du lieu et faire en sorte que les habitants évoluent aussi dans cette conscience. Après, au niveau du Feng Shui, aujourd'hui, tel qu'il est présenté en Occident, c'est plutôt un mieux-être et tourné autour de la décoration, des éléments, d'un équilibre. Le Vastu, c'est vraiment... c'est pas du tout pour dénigrer le Feng Shui, parce que comme je vous dis, c'est le même but. Mais le Vastu tel qu'il est pratiqué aujourd'hui en France et en Occident, c'est extrêmement puissant et on ne touche pas la décoration. On pose des pierres et des métaux précieux qui ne sont pas de l'or, mais du cuivre. Et c'est assez discret. On utilise aussi des mandalas, que vous aurez l'occasion de voir, ou vous avez déjà vu. Alors les mandalas, en fait... Excusez-moi, je prends un petit bout d'eau. Les mandalas, c'est aussi un outil supplémentaire pour le lieu. Et là, c'est plutôt... avec le marbre et le cuivre, on va l'utiliser pour la structure, pour la forme, ce que je vous disais, le symbole de la forme. Et pour les mandalas, ça va être plus émotionnel et mémoriel. C'est-à-dire que les mandalas vont permettre d'agir sur la mémoire du lieu et sur l'évolution des habitants. Donc les mandalas, si vous aurez l'occasion de les voir, en fait à l'intérieur vous avez une figure divine ou un symbole. Et par exemple là il y a Lakshmi. Lakshmi, que vous devez connaître, la déesse de l'abondance. Eh bien on met Lakshmi dans toutes les maisons en fait. Pourquoi ? Parce que Lakshmi c'est l'abondance dans toutes ses formes. Que ce soit matériel, mais aussi au niveau relationnel, au niveau santé, c'est la matérialisation de la joie. Et donc on utilise cette forme pensée, qui est une divinité, mais qui est extrêmement priée, alors pas chez nous en France, mais en tout cas en Inde. Et c'est un égrégore très fort, l'égrégore ou un archétype, sous l'aspect jungien, on peut parler de ça aussi. C'est utiliser cette force, cette forme pensée et se connecter à elle pour pouvoir recevoir son énergie. Et on place les mandalas pareil sur des endroits extrêmement précis pour pouvoir justement communiquer avec recevoir cette énergie-là. Le Vastu, c'est vraiment l'énergie d'abondance dans tous les sens du terme. C'est dire oui à la connaissance de soi. C'est un accélérateur de développement intérieur. Et effectivement, peut-être certains pensent, je ne sais pas, j'ai cette idée, qui me vient de... oui, mais peut-être que vous allez me dire, là par exemple vous êtes seul, mais vous n'êtes pas avec votre famille. Et effectivement, de faire un Vastu va impacter toute la famille. C'est pas qu'une personne qui veut évoluer finalement, et quand cette personne dit oui au Vastu, eh bien elle va impacter aussi la famille qui habite à l'intérieur. Et effectivement, ça impacte, mais après ce que j'ai envie de dire, c'est que y a toujours ce libre arbitre. Ce qu'on a noté aussi au niveau du Vastu, comme je vous disais, le Vastu c'est un gros véhicule sur lequel on monte et on accélère, mais si intérieurement votre âme ou l'âme d'un de vos cohabitants, de votre famille qui habite avec vous, n'est pas d'accord pour évoluer parce que ça va trop vite, eh bien, on va dire dans sa grande... son amour, eh bien, effectivement, ça suit le rythme de chacun aussi. On a noté, par exemple, qu'il y avait des maisons, on avait mis un certain taux vibratoire, et puis après, ça a descendu parce que les habitants, ça allait trop vite pour eux. Mais il n'y a pas de jugement. C'est pas moi je suis mieux parce que je vais vite ou moins bien. C'est juste le rythme. Il faut cette énergie qui est le prana s'adapte aussi aux besoins de chacun. Mais le tout, c'est aussi c'est que des fois, il n'y a pas assez d'énergie vitale. C'est-à-dire qu'on a envie de faire des choses et en fait, il n'y a pas assez d'énergie. Parce qu'on est freiné par plein de choses, et notamment la maison qui ne nous supporte pas en fait. Et dans la forme aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a
la forme en tant que telle, mais je ne vous ai pas parlé du positionnement. Et il y a quelque chose qui est assez symptomatique. Si vous avez par exemple une maison qui est sur les axes cardinaux, c'est-à-dire vraiment placée sur les axes. Donc là, vous êtes dans une configuration statique. Ça veut dire que vous avez beau remuer ciel et terre, les choses n'avancent pas. Et il y a même quelque chose qui devient, on vous a peut-être parlé ce matin, Kapha, Pitta et Vata, eh bien c'est quelque chose où en fait on devient très Kapha, il y a quelque chose qui petit à petit s'alourdit. Et au contraire, oui. Par rapport à ce que vous venez de dire, les axes, oui. Les angles ou par le centre? Par le centre, c'est-à-dire que vous êtes à 0 degré par rapport aux axes cardinaux. Le nord en façade. Voilà, tout à fait. Voilà. Vous êtes parallèle, enfin strictement perpendiculaire aux axes ou parallèles. Et là, donc ça c'est ce qu'on appelle les maisons statiques, et puis vous avez les maisons dynamiques. Donc du coup là c'est complètement diagonal, croisé, voilà. Donc là vous êtes à 45 degrés par rapport aux axes cardinaux. Et là, c'est en fait, on ne tient pas en place. On ne peut pas tenir. On est, voilà, on n'arrive plus à. Ah ben voilà. Et en fait, mais c'est épuisant parce qu'on peut se dire c'est très bien de bouger, mais il faut trouver le juste milieu aussi. Et puis ça peut être aussi de l'agitation. Et finalement, il n'y a rien aussi de concret qui se passe. Parce que ça s'agite, et oui. Pourquoi les villas à l'époque des Romains, donc pendant 500 ans, toutes les nouvelles villes étaient construites sur les axes? Oui. Nord-sud, est-ouest, ouais. Systématiquement. Et ça ne les empêchait pas de vivre, d'être géniaux, etc. Ah, alors après, oui. Après, vous avez aussi les temples en Inde qui sont en statique aussi. Hein. Ils sont, oui. En statique, c'est-à-dire à 0 degré. Effectivement, il y a des villes comme ça qui ont été construites sur le statique. Mais attention, ce que j'ai dit aussi, c'est que on est plus ou moins impacté par la maison. Et on est dans un phénomène de développement intérieur. C'est-à-dire que quand ça appuie sur une problématique qu'on doit travailler, eh bien on va le sentir, le statique. Par contre, quelqu'un, comme vous dites, de génial, vous voyez, qui n'aura pas forcément besoin de travailler ça, il ne sera pas impacté par ce statique-là. C'est-à-dire que c'est comme en astrologie. En astrologie, on vous en a parlé ce matin de l'astrologie, certaines personnes vont être plus impactées que d'autres au niveau de l'astrologie. C'est-à-dire à partir du moment où on prend conscience aussi de ce qui se passe au niveau astrologique, on peut ça ne veut pas dire complètement contourner, mais on peut passer au-delà de certaines épreuves qui nous attendent. Vous voyez, ce n'est pas déterminé complètement. Et là, c'est pareil. En fait, l'idée, c'est de ne pas tomber dans un dogme non plus. Vous voyez, je vous donne des exemples entre 0, 45 degrés, etc. Et on peut être impacté. Mais effectivement, il y a des contre-exemples. Et on trouvera toujours des contre-exemples à plein de choses. Mais c'est vraiment de comprendre, vous, et peut-être comme madame, comprendre pourquoi, quand vous êtes chez vous, par exemple, vous vous sentez complètement vidé. Et là, on peut avoir des explications. Et la maison ne fait bien entendu pas tout, mais c'est un excellent révélateur. Et c'est, comme je vous disais, un prolongement de nous-mêmes. Et est-ce que vous aviez des questions, sinon, par rapport à tout ce que j'ai dit? Il y avait quelque chose qui... Moi, ça m'étonne quand même par rapport, justement... Pendant 500 ans, les Romains construisaient des villes nord-sud, est-ouest, oui. Et les maisons étaient nord-sud, est-ouest. Oui. Et ils n'ont pas eu des... Mais j'ai jamais dit que ça faisait ça. Hein. Mais que faut-il faire lorsqu'on a une maison qui est construite comme ça à angle? Oui. Est-ce que quelquefois on est amené à habiter une maison sans l'avoir choisie vraiment? Et bon, on s'adapte, on ne va pas détruire la maison, casser les cloisons. Non. Que faut-il faire? Travailler sur soi, mais quelquefois on n'en est même pas conscient. Exactement. Oui, c'est... alors,
Après, on n'en est pas conscient jusqu'à un moment où on peut avoir une info. Une déconférence. Voilà, et puis on peut avoir une info comme ah bah tiens oui, il y a le Vastou qui existe et ça peut peut-être aider. Nous, on intervient en fait sur ce genre de problématique. En fait, quand on fait une harmonisation Vastou, on regarde toujours comment la maison est orientée. Et on a des outils pour réorienter subtilement la maison en fait. Et quand on est à 45 degrés, eh bien, on peut subtilement en fait lui apporter l'énergie de manière à ce qu'elle soit plus dans cette énergie dynamique. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Des choses qui vous ont interpellé? Moi, c'est juste une sorte de corrélation par rapport à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on s'est installé en Dordogne, on est sur quelque chose de bien fixe et c'est une réalité. Je vois que nos énergies ne sont pas dynamisées, au contraire, elles sont comme un chapeau qu'on met dessus. Oui. Et mon mari, voilà, je pense qu'il est le vivant exemple de ce que vous avez dit. Oui, ça peut. L'ennui, à nos jours, c'est que les constructeurs, ils font n'importe quoi. Oui. Ah, bah c'est ce que je vous Autrefois, disais. alors, Oui. Si on a la chance d'habiter une maison qui a été construite il y a plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies, quand même, autrefois, ils tenaient compte de la façade plein sud, et maintenant, mais c'est par rapport à la route qui passe, par rapport, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de... Ouais. Dans les villes, maintenant, les mairies imposent une architecture bien tassée, et ils sont tous les uns sur les autres. Parce qu'il faut juste laisser un petit peu d'espace vert, mais un tout petit peu. Franchement, c'est terrible. Hein. Mais peut-être qu'avec ces moyens de contrer et de rééquilibrer les énergies qu'on ne connaît pas, mais c'est des choses qui peuvent se passer à l'intérieur du domicile. Oui. Sans avoir à faire de gros travaux, des choses comme ça. En fait, dans le Vastou, on utilise des petits carrés de marbre et de cuivre. Et alors évidemment, les maisons ne viennent pas à nous, donc c'est nous qui venons sur les maisons. Et on ne fait pas les choses à distance, donc on se déplace et on pose ce matériel en fait sur place. Selon la disposition de ces éléments. Oui, en fait, on étudie au préalable. Alors maintenant, avec les outils comme Google Maps, Géoportail, on a pas mal de choses. Ça nous permet de voir les maisons, leur orientation par rapport aux axes cardinaux, par exemple, voir le terrain, comment il est placé, quels sont les environnements, quel est l'environnement, comment la maison est placée, etc. Donc ça, on peut le voir en amont. On peut avoir aussi des ressentis par rapport à la maison. Et ensuite, on vient sur place et on pose le matériel. Oui, Sylvie? Est-ce que tu peux donner des exemples de soins aux maisons que vous auriez fait par rapport peut-être à des problématiques qui partaient d'une maladie, des gens ou d'un mal-être, oui. et que vous êtes, qui vous ont amené à intervenir sur la maison? On a, par exemple, je pense à... Alors, comme dans le Feng Shui, dans le Vastou, on a des éléments. Donc l'eau, la terre, l'air, le feu et l'éther. Et ils sont placés dans des zones précises. Et évidemment, ne connaissant pas ça, on peut mettre par exemple une cuisine dans une zone eau. Donc la cuisine, c'est le feu, c'est la cuisson. Et en fait, du coup, elle est mise dans la zone eau. Donc là, ça crée des problèmes de circulation, d'hémorroïdes, des choses vraiment pas du tout agréables. Et on a eu le cas d'un jeune homme, on a fait un vastou dans son appartement. Et en fait, il avait le feu dans l'eau. Et il avait des problèmes d'hémorroïdes depuis qu'il est aménagé. Et en faisant le vastou, dès le lendemain, il n'avait plus rien.
Donc ça, c'est l'exemple en fait qui me vient, qui peut vous parler dans le sens où voilà, quand les éléments sont mal placés, ou par exemple quand le feu est placé dans l'eau, c'est très mauvais pour le masculin. Donc là, je vous ai parlé de le cas de ce jeune homme, mais ça peut arriver qu'il y ait des femmes seules qui vivent dans une maison et qui disent mais moi j'ai envie de partager ma vie avec un homme, et les hommes ils restent pas en fait. J'y arrive pas, et on voit en fait que le feu est placé dans l'eau, et du coup on corrige ça. Alors ça n'a pas un effet magique, si la personne doit continuer à vivre seule, elle vit seule, mais ça facilite les choses. Et le temps de nettoyage, si je peux dire ce terme, si je peux employer ce terme, il est long. Alors vous avez posé vos carreaux de marbre. Alors au niveau... Comment ça peut on le ressent immédiatement. C'est-à-dire que dans l'énergie, mais même les habitants. Oui. Vous pourrez voir, si vous voulez, il y a une petite liste là que j'ai laissée. Si vous voulez mettre votre adresse mail, je vous mettrai des vidéos. Enfin, je vous enverrai un lien avec des vidéos parce qu'il y a des témoignages. Du coup, donc en fait, l'énergie, on la ressent immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a une douceur qui s'installe. Alors, certains vont sentir de la douceur, d'autres vont sentir de la chaleur, des picotements, quelque chose qui commence à s'agiter en fait, mais positivement. Hein. Et après, donc ça, ce sont les effets. On ressent des effets. Mais après, ce qu'on explique, c'est que les résultats, par exemple, guérir d'une maladie, avoir plus d'argent ou déménager, ça, on ne le maîtrise pas parce que c'est l'intelligence de la vie, en fait. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on met le terrain, on prépare le terrain pour accueillir le mieux, en fait. Mais après, le temps, ça on ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que des fois, on nous demande, j'aimerais bien trouver un mari, je sais pas, ou vendre ma maison. Oui, voilà, ça c'est un cas assez fréquent. Voilà, merci. C'est un cas assez fréquent où les personnes nous contactent en disant j'arrive pas à vendre ma maison, je voudrais vendre ma maison. Alors effectivement, en mettant plus de l'énergie, en faisant quelque chose de mieux, ça favorise évidemment. Mais on ne s'engage pas parce qu'on leur dit c'est pas forcé. Peut-être que vous avez quelque chose à vivre encore avec cette maison. Et on n'est pas des magiciens. Parce que là, ça voudrait dire faire passer le mental. Et nous, c'est vraiment notre... le mental, il va nous servir à poser le matériel, à appliquer les règles. Mais après, on n'utilise que l'intuition et le psychique pour savoir si les choses sont bien posées, si on le ressent. Et ça, c'est vraiment très important, en fait. Et parce que une maison, c'est comme un individu. On ne sait pas, un individu, on ne va pas lui appliquer des règles. Alors évidemment, il y a des grandes règles, mais chacun a ses petites particularités. Et donc une maison, c'est pareil, elle a ses particularités. Et donc il y a certaines règles qui ne s'appliqueront pas dans la maison. On ne saura pas pourquoi, mais c'est comme ça, elle ne voudra pas de tel arrangement, et on va laisser, ou on va faire autrement. Oui. J'aurais voulu savoir pourquoi les matériaux, pourquoi du cuivre et pourquoi du marbre. Oui. Pourquoi ils correspondent? Alors, en fait, le marbre, ça a un effet diamagnétique, c'est-à-dire que ce n'est pas comme un aimant, évidemment, hein. Mais le marbre a un effet d'induction d'énergie, tout comme le cuivre. Et on utilise le marbre, on le positionne d'une certaine manière parce qu'en fait, pour nous, c'est important de savoir où est la terre et où est le ciel pour justement utiliser cet effet diamagnétique. C'est-à-dire que quand on va chercher le marbre à Carrare, on va en Italie pour le prendre, on demande aux extracteurs et aux, je ne sais plus comment on les appelle, de bien nous noter où est le haut et où est le bas. Et ça, c'est très important pour nous, pour cet effet tertiel, en fait, rejoindre. Et le cuivre, c'est un conducteur, tout comme l'or et l'argent. Oui, bien sûr. Autour du poignet, les gens... Oui, c'est un effet... Et le positionnement, par exemple, d'une cuisine, vous parliez de cuisine, il faut pas mettre le feu dans l'eau. Oui. C'est plutôt à l'est, plutôt à l'ouest, plutôt au nord, plutôt... Alors, ça dépend, parce qu'en fait, l'énergie, c'est pas un laser, c'est pas dans la rectitude.
l'énergie, l'énergie vitale, elle des volutes. Elle aime danser, en fait. Hein. Vous voyez, c'est pas notre corps humain, il n'est pas, on est fait de courbes. Et donc l'énergie, elle aime danser et on l'invite jamais dans la rectitude, mais on l'invite à aller à faire ce mouvement-là. Et l'énergie, elle tourne soit dans un sens, soit dans un autre. C'est-à-dire que dans l'hémisphère nord, en général, mais il y a des cas particuliers, elle tourne dans le sens giratoire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et dans l'hémisphère nord, ça tourne dans l'autre sens. Et donc, suivant si on est ce qu'on appelle en giratoire ou en anti-giratoire, les éléments vont se placer différemment. En gros, le feu, c'est plutôt au sud. Mais après, c'est sud. Et oui, c'est ça. Non, c'est sud. Par exemple, je vous donne en giratoire dans l'hémisphère nord, mais c'est pas parce que vous habitez dans l'hémisphère nord que vous serez forcément en giratoire, parce qu'il y a des pentes, une histoire de pentes, etc., de rivières, etc. Mais le feu en giratoire, c'est sud-est. Mais si vous êtes... non, je vous dis... Oui, c'est ça, sud-est. Mais si vous êtes en anti-giratoire, ce serait nord-est. C'est-à-dire dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud ou dans la zone anti-giratoire. Et ça, en fait, on le détermine par rapport au pôle, par rapport... si vous avez la mer à côté, ça peut impacter. Si vous avez une rivière qui passe avec un fort courant, ça peut impacter. Si vous avez une pente, ça peut aussi impacter. Donc, il y a beaucoup de critères. Et cela, quand vous voulez installer une maison neuve, par exemple, si vous devez installer, on veut installer la cuisine, etc., vous venez avec votre bateau, vous allez dire il faut là, et là. Et ça sera clean, tac. Alors, c'est-à-dire, avant de construire une maison, vous voulez dire? Non, vous construisez la maison. Alors, oui. Dans les diagonales, on a bien compris, pas dans nord-sud, etc. Alors, une maison, c'est pas dans les diagonales non plus, parce que c'est pas bon. Nous, on la met à 15-20 degrés. Entre les deux, voilà. Entre les deux. 15-20 degrés, c'est l'idéal. Entre les deux. Voilà. Et quand on l'a construite entre les deux, après, vous allez venir pour positionner les pièces, et notamment la cuisine. Alors nous, on n'est pas maçons, hein, mais... Non, mais vous allez positionner pour dire le bâtiment. Sur le plan, voilà. Là et là. Voilà, ouais, sur le plan. Et en ce qui concerne les chambres, on parle toujours de la cuisine, mais oui. les chambres, c'est quand même extrêmement important. Les chambres, c'est important. Comment ça se passe? Alors, les chambres, pareil. Donc, on a une zone maître et on préconise que ce ne soit pas les enfants, par exemple, qui soient dans la zone maître, parce que du coup, ça crée des problèmes d'autorité, etc. Ou la chambre d'amis dans la zone maître. On préconise que ce soit plutôt les maîtres de maison qui soient dans cette zone, en fait. Voilà. Et les positionner, le secteur... Oui, après, si ça vous intéresse, il y a la formation, il y a le... il y a le livre, vous avez tous les éléments sur le livre. Par rapport à nos maisons, là. Ah oui, oui. Il faut que la chambre des maîtres soit positionnée où? Nord, sud, est? Eh bien, ce serait plutôt côté ouest. Mais c'est pareil, si vous voulez avoir des éléments précis, parce que là, je ne peux pas faire un cours de Vastu, vous voyez, mais il y a pas mal de choses sur le livre que vous allez trouver là, que j'ai là. Et sinon, il y a aussi des formations en e-learning pour avoir des bases, en fait. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, effectivement, on fait des formations sur Bordeaux. Et après, c'est garanti, claque, on est heureux. Ah non, mais est-ce que vous m'écoutez, monsieur? Je ne suis pas sûre. Il me charrie, en fait. C'est ça. Sinon, une intervention de vos services, de vos soins pour réénergiser une maison, on va dire, qu'est-ce que ça coûte? Alors, en fait, sur notre site, on met entre 10 et 12 euros du mètre carré habitable. D'accord. Donc après, ça dépend aussi, on fait des devis, en fait, et il y a plusieurs éléments, et on voit, il y a plusieurs critères, et on voit en fonction de la difficulté aussi du lieu. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, c'est...
une fourchette. Du coup, j'aurais Oui. voulu savoir, au niveau de la taille de la maison, est-ce que ça joue au niveau des endroits, du coup, s'il y a des espaces feux, des espaces clos, tout ça Par rapport aux éléments ou par rapport à... Non, non. En fait, les éléments, dans la mesure où c'est une entité dans laquelle vous habitez, même si c'est petit, si c'est par exemple c'est un studio, ben, ce sera divisé en 5 éléments. Et étage ou pas étage? Et ben, les étages seront impactés de la même manière. D'accord. On a pareil, je peux vous parler de la notion du Vastu Purusha. Peut-être que quand vous avez vu le Vastu, ou pour certains qui connaissent, vous avez vu donc le maître de la demeure, c'est-à-dire un bonhomme, alors je dis bonhomme, c'est peut-être pas très gentil, mais un yogi, un bon gros yogi qui se retrouve en fait dans un carré. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Donc ça, c'est la représentation du Vastu. Parce qu'en fait, le Purusha, c'est l'esprit de la maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette idée parce qu'il y a une différence entre âme et esprit. Donc l'esprit de la maison, c'est l'esprit sur lequel va s'ériger la maison. J'ai par exemple j'ai fait un Vastu chez une médiéviste cette semaine et qui me disait, moi je voudrais faire un Vastu, non pas parce que je ne suis pas bien dans ma maison, parce qu'elle était très bien, elle vit dans un château, vous voyez, dans une partie d'un château. Et elle dit, je suis très bien, bon, il y a des mémoires, mais ça va, elle s'en accommode, elle est bien, ils sont heureux. Et elle me disait, mais moi, c'est pas tant que je veux être plus heureuse ou plus... Elle dit, je suis curieuse et j'ai envie de sentir une bonne énergie chez moi. Voilà. Et en fait, elle m'expliquait que au Moyen-Âge, ils vivaient dans des souterrains, enfin, ils creusaient pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et c'était surtout, c'était pas pour se protéger des ennemis, mais c'était pour se protéger des intempéries, avoir une bonne couverture thermique. Et il s'avère que ces souterrains sont restés plus ou moins, mais on ne sait pas trop où ils étaient. Et on s'est aperçu que les gens reconstruisaient une maison au-dessus des souterrains. Et ça, je trouve ça fabuleux. Ça veut dire qu'intuitivement, on sait que là, eh ben, il y a l'esprit de la demeure et qu'on va pouvoir ériger la maison sur l'esprit de la demeure. Et en fait, c'est ça, le Vastu Purusha, c'est l'esprit de la demeure. Et peut-être pour certains qui connaissent bien l'Inde, on parle du Purusha et de Prakriti. Purusha qui est le masculin et Prakriti qui est le féminin. Le féminin qui est l'expression de l'esprit, l'expression du masculin. Et donc, le Vastu, c'est l'alliance de Purusha-Prakriti, c'est-à-dire Purusha qui est l'esprit et Prakriti qui est la construction de la maison, la manifestation de la maison. Mais il faut qu'il y ait les deux. Et le Purusha, des fois, il y a des problématiques parce que il y a des appartements, par exemple à Paris ou à Bordeaux, dans des grandes villes ou même dans des villes plus petites, mais vous voyez des maisons familiales qui ont été redécoupées. Et ces maisons familiales ont gardé quand même l'empreinte de la famille. Et même si elles sont redécoupées, finalement, c'est une maison globale. Ça veut dire que le Purusha, il est toujours dans cette maison et ça ne s'est pas redivisé pour faire des logements. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est comme s'il n'y avait plus de... Les habitants qui habitent là sont un peu dépourvus de leur souveraineté intérieure. Oui, peut-être c'est un peu fort dépossédé, mais ils ont du mal à fixer des limites. Et l'idée, c'est après d'aller retravailler sur le Purusha et de l'inviter à justement entrer dans la demeure telle qu'elle est. Et pour ça, eh bien, c'est le Vastu, c'est tout ce qu'on met en place. Alors, dans les grandes villes où il y a des immeubles de plusieurs étages, ouais. Ça doit être épuisant de vivre ces familles. C'est épuisant, oui, c'est épuisant. Épuisant au niveau énergétique, ça doit être terrible. Et puis à partir du 7e étage, on n'a plus de relation avec le cosmos, avec le tellurique, avec la Terre. Oui. Donc on est complètement éthéré.
Et C'est des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Pas du Quand on est en ville. Mais non, Moi, et- j'ai habité en ville. Et les deux pensées, étages. les pensées de chacun, parce que combien de pensées on a chaque jour, c'est faramineux. C'est Et en fait, extraordinaire. le nombre de pensées qu'on a, et là on est dans cette salle, on se Ben, communique tout à fait. des pensées entre nous. Hein. Ben oui. Et quand vous êtes en permanence dans un immeuble avec des centaines de personnes, c'est épuisant, parce qu'on n'arrive plus à s'écouter soi. C'est très important d'écouter ses propres pensées. Et les autres, en plus, ça file. Enfin, des fois, c'est des pensées qui ne nous appartiennent même pas. Donc, c'est hyper important de créer son cocon. Mais on peut créer un cocon dans un appartement. Bon, après, c'est vrai que moi, je n'habiterai pas dans un appartement. Il y a besoin vraiment de nature. Mais bon, ça, après, c'est personnel. Hein, Mais l'esprit de la maison, là, vous parliez Oui. tout à l'heure d'une maison construite sur la grotte, où il y avait déjà un esprit. Oui, Et quand on construit une maison sur un terrain, oui. à quel moment se crée l'esprit de la maison? À partir du moment où on est dans la projection de la construction, l'idée de l'architecte, même la graine. La graine, comment expliquer, c'est quand l'architecte va... La graine mentale que l'on a pour Ouais, construire sa ouais. maison. Déjà, L'idée. l'idée va créer l'esprit. Voilà, d'accord. Et quand on habite dans une maison qui est déjà ancienne, l'esprit y est déjà. L'esprit y est déjà. Mais c'est pas, vous voyez, des fois, je sais pas si vous avez entendu le maître des lieux demander l'autorisation. Le Purusha, c'est l'esprit, il s'en fout. Hein. Je veux dire, c'est pas le gardien disant, voilà, il est. Fantôme. Non, non, non. La vulgarité Non, de non. fantôme. Il est, voilà. L'esprit est. Il est indéfectible, il est là. Voilà. Et après, l'âme, oui, l'âme de la maison, on peut parler à l'âme de... Enfin bon, après vous faites ce que vous voulez. Mais enfin, je veux dire... Non, mais on peut parler à sa maison aussi, à son âme. Et la rendre belle, et s'en occuper, et s'habituer, et s'y faire. oui, et puis remercier, c'est faire des offrandes, enfin, c'est... Est-ce que vous avez remarqué une nuisance particulière avec les compteurs Linky? Ah oui, oui, oui. Au niveau du Vastu, on neutralise les compteurs Linky. Ah, ça m'intéresse. Parce qu'après, bon, on est plus ou moins électrosensible. Enfin, il y en a qui sont extrêmement sensibles et qui nous demandent le Vastu quasiment rien que pour ça, parce qu'il y a des nuisances de ce type-là. Et puis quand on est à côté d'une ligne haute tension, enfin c'est infernal, ou d'une voie ferrée type Paris, à Paris, mais c'est quand on fait du Vastu à Paris, au niveau des zones entre les antennes 5G, les antennes 4G, les voies ferrées, les hôpitaux, les commissariats, parce que ça aussi, les nuisances autour, comme les maisons de retraite, les hôpitaux, tout ça, ça a un impact. Vous voulez dire sur le plan énergétique ou sur le plan électrique? Ah oui, pardon. Oui, parce que je suis passée d'électrique à énergie. Oui, électrique au niveau de la voie ferrée ou des antennes de téléphonie mobile. Et effectivement, il y a d'autres nuisances qui seraient plus énergétiques, qui seraient avec ces maisons de retraite, les petits hôpitaux, les tribunaux. C'est vrai. Moi, mon Oui. témoignage, si je peux Oui. en parler, c'est que tout ça, ça fait très très compliqué. Entre le PLU, l'argent qu'on a pour construire la maison, le terrain, l'environnement, savoir s'il y a une rivière, pas une rivière, le réseau Hartmann, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, l'endroit d'arrivée d'eau, l'endroit de l'arrivée d'électricité, le système de chauffage. Ça fait beaucoup de choses à mettre et vous avez pour ça sûrement beaucoup de travail. C'est vraiment un truc assez colossal. Ah oui, c'est colossal, Parce mais que, oui. Faut arriver à tout mettre, tout imbriquer. Et puis les architectes, quand on leur dit Vastu, pardon. C'est à UE, là, à Périgueux, ils vont regarder avec des grands yeux comme ça. Il y avait que les
les deux stagiaires des écoles d'architecture ont dit ah bon, qu'est-ce que c'est ça? Mais l'architecte en question, non, elle voulait me faire mettre ma cuisine complètement à l'opposé de là où il fallait la mettre. Je lui ai dit non, c'est une maison Vastou. Bon, faites comme vous voulez. Mais ça devient très vite très compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis c'est... Les matériaux. Ouais. Mais après, je pense que, à mon avis, il ne faut pas non plus en faire une montagne, parce que rien n'est parfait dans la vie. Et même si on n'a pas une maison parfaitement Vastou, oui, de toute façon, c'est forcément un compromis. Voilà, c'est un compromis. Il faut trouver des compromis. Et puis rien n'est parfait. Et puis c'est des fois, j'aime bien raconter cet exemple où en fait il y a un de nos étudiants qui a voulu construire une maison Vastou. Il a tout fait super bien. Il nous a demandé des conseils, machin. Et il s'avère qu'il y a un maçon qui est arrivé et il lui a fait des toutes petites portes. Et là, je regarde, je regarde sur son plan parce que j'étais pas chez lui. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu as des portes comme ça? Ben, je sais pas, c'est le maçon, il voulait absolument faire des petites portes. Et je lui ai dit, mais alors là, j'ai un truc qui me vient. Je lui ai dit, mais en fait, c'est étrange parce que tu as quand même voulu faire un truc parfait. Et un maçon arrive et il te salope le travail. Et comment c'est possible? Et je lui dis, mais ça veut dire que tu as des petits passages. Et de suite, je lui dis, mais comment tu es né? La question, comment tu es né? Oh là là, il me dit, ça a été une catastrophe au forceps, etc. Je lui dis, quand on peut faire le Vastou qu'on veut parfait, si on a un truc à travailler, et les circonstances vont faire que on va trouver l'artisan qui va faire une boulette entre guillemets, mais qui va mettre en face certaines problématiques qu'il faut aller voir. Alors avec le Vastou, on peut corriger ça, mais ce qui est drôle, c'est que justement, si ça reflète, ça reflète. Et on a beau faire ce qu'on peut et ce qu'on veut, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, justement. Les maisons sont de plus en plus d'énormes boîtes, comme des boîtes de conserve avec des isolations, double vitrage, double ceci, cela, etc. On a des maisons en pierre, et on a le sentiment des maisons en pierre qui font 50-70 cm, mais qui vivent, qui respirent, etc., mais qui n'isolent pas suffisamment. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les maisons qui maintenant ont des hyper-isolations, qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur? Et c'est ça, l'avenir que nous voyons, à cause de l'économie d'énergie, n'en passe les meilleurs. Et donc là, le Vastou, dans tout ça, il fait quoi là? Dans ces boîtes. Je ne parle pas des cages à lapins qui sont dans les grands immeubles. Quoi. Un peu mon père, il considérait que c'était des cages à lapins dans les grands immeubles. Bon, des cages à lapins, on ferme les gens, etc. Mais là aussi, c'est l'hyper-isolation, la fermeture, etc. Et en fait, au niveau on n'est pas tous des nantis, et puis il faut... Au niveau des matériaux, c'est vrai que c'est mieux de vivre dans un matériau naturel. C'est comme la nourriture. Plus c'est proche de la nature, mieux ça sera vibratoirement. Après, on fait avec ce qui est proposé et on fait de notre mieux avec les matériaux qu'il y a. Si c'est du béton, si c'est de... Voilà. Les super isolations, les maisons bois bien isolées, si la maison est bien faite, le mur, il respire. Et oui, il respire. Oui, avec les matériaux écologiques. Là, il est là. Je peux vous dire que moi, j'ai pas une goutte d'humidité dans mon bar. Non, moi j'ai une maison de 75 mètres carrés qui m'a coûté 37 000 €. 37 000 €, Et oui. Mais le mur est calculé, il y a des sites pour ça. Vous mettez votre sandwich que vous voulez faire sur le mur, et il vous dit si effectivement il y a possibilité de transfert d'humidité ou pas. Donc la maison, elle respire. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est... Oui, effectivement, il y a des matériaux qui sont vibratoirement très, très, très bons et qui peuvent être performants. Ça, on a... voilà. Est-ce que vous avez des demandes de précision sur des... Oui, Sylvie? Est-ce que la proximité d'un cimetière est néfaste pour une maison? Oui.
C'est-à-dire que c'est comme les maisons de retraite, parce que maintenant les maisons de retraite malheureusement sont des mouroirs, hein. C'est là où les personnes vont... Les accompagnements de fin de vie. Voilà. Oui, ce serait peut-être mieux, oui, pardon. Des accompagnements de fin de vie et en fait, et puis les cimetières, en fait, c'est pareil, il y a pas mal d'entités en fait qui circulent, des personnes qui sont bloquées, hein, qui n'ont pas compris en fait qu'ils devaient passer de l'autre côté, ils restent bloqués et ils peuvent aller pas envahir, mais faire du passage dans les maisons alentours. Et ils peuvent d'autant plus faire du passage quand ils sentent qu'il y a des personnes qui sont réceptives. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui sont plus médiums que d'autres et ils peuvent être attirés pour pouvoir communiquer en fait. Ou un appel pour aussi passer vers la lumière. Hein, ça peut être Mais effectivement, quand on a des cimetières à côté des maisons, on crée une barrière énergétique entre les cimetières et la maison, pour ne plus avoir ces perturbations. Et quand la maison se trouve à côté de l'église? Pareil, une église, c'est pareil. C'est mauvais. Ouais, c'est pas bon non plus. Ça doit être le contraire. C'est après tout ce qui est hôpitaux. Alors c'est pas du même ordre, mais effectivement tout ce qui est hôpitaux, cimetières, maisons de retraite. Et bâtiments religieux en fait ont un impact. Centre commercial, non, pas spécialement. Non. Oui, ça aspire l'énergie, mais c'est pas. Il n'y a pas tout cet aspect mémoire en fait. Ah oui, pas mémoire, mais passage. Ouais, c'est. Énergétiquement, c'est très vorace. Ouais, ah ouais, c'est sûr. On a fait des vastus dans des centres commerciaux. Ah bon? Ah oui. On a fait des vastus dans des lieux improbables, mais notamment dans des centres commerciaux. On a été en Russie aussi, faire dans des magasins de bricolage. On a fait des... Et alors, qu'est-ce qui ressort là-dedans? Alors, c'est pas évidemment, ils n'ont pas besoin de nous pour gagner de l'argent. Hein. Ils sont... Mais en revanche, c'était plutôt l'idée que les employés se sentent mieux. Et effectivement, ça a été mettre de la douceur, de l'énergie, une bonne énergie dans le lieu. Et ce qu'on a remarqué, c'est quand on fait du vastu dans les entreprises, eh bien, il peut y avoir après des départs. Parce que les gens ne se sentent plus en adéquation avec l'énergie. Et il y a comme ça un remaniement de certains employés qui partent et d'autres qui arrivent. Ça, c'est assez souvent. Et ça arrive de faire un vastu et le lendemain d'avoir quelqu'un qui démissionne. C'est... Ah oui. Vous ne l'avez pas proposé à Poutine, par exemple? C'est une bonne question. Faites un jour en mettant un chapeau. Dans un centre commercial, mettez un chapeau et puis regardez comment ça se passe et sans chapeau. Au niveau énergétique, c'est complètement différent. Vous pouvez vous sentir, moi j'en ai fait l'expérience, mais sortir de magasin complètement épuisé. Et donc simplement avec un chapeau. C'est une bonne info. Les femmes font une casquette les bébés tout petits pour protéger justement la couronne. C'est toute l'électricité, toute l'énergie passe au-dessus des rayons. Donc là on en prend plein la tronche. Nous on a fait au niveau des centres commerciaux, on allait sur le toit, il y avait des grands groupes électrogènes, des antennes, etc. On neutralisait, hein. Mais c'était impressionnant. On a été obligé d'être accompagné par un ingénieur parce que c'est quand même dangereux. Et oui, c'est vraiment des gros groupes électrogènes. Mais maintenant certains centres font des jardins. Oui. C'est bien, il vaut mieux faire des jardins sur les centres commerciaux. Oui, mais au plafond, il y a quand même toujours encore des... Et on a fait du vastu dans des... On a fait du vastu dans des écoles, dans des cabinets médicaux, plein de... Enfin, après, des exemples, des commerçants, des opticiens, même une ancienne boucherie. On a même fait un vastu une fois dans un ancien abattoir qui est devenu une maison. Alors là, c'était quand même assez terrible. Ouais, la personne était malade. Hein, c'est ça qui l'a... Ouais.
Oui, il savait. C'est une personne qui est architecte et qui a dit, bon, ben voilà, vous voyez, le côté, je me concentre sur le mental. Bon emplacement, ça va, ça correspond à mes plans, mais en fait, ils n'avaient pas toute la notion subtile. Et encore subtile, c'est quand même arrivé avec des gros sabots quand même, parce que tout le monde instinctivement quand même ressent que quand il y a des lieux comme ça... on n'a pas envie d'y vivre. Hein. L'important, c'est d'avoir des bouquets de fleurs en permanence dans une maison. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas de fleurs, c'est beaucoup plus tristouné. Après, ça dépend de... voilà. Est-ce que les bouquets de fleurs peuvent remplacer le bateau? J'aime bien les questions. Ouais, c'est ça. La question est dans la réponse. Le tout, c'est en fait, quand vous dites que vous aimez les bouquets de fleurs chez vous, c'est aussi de mettre du cœur et de la joie dans la maison. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Et puis, si ça vient par un bouquet de fleurs, par un dessin, par chanter dans la maison, ben voilà. C'est bien sûr que c'est du plus. Ça fera pas tout dans le Vastu, ça c'est clair. Mais en tout cas, de cultiver ça, c'est aussi rendre honneur à l'âme de la maison et faire en sorte qu'il y ait de la joie. Les dessins de la petite fille, par exemple, qui a 5 ans. Mais bien sûr, c'est de la vie. Le Vastu, il doit amener ça, en fait. Parce que quand on a envie d'y mettre des dessins, quand on a envie d'y mettre de la musique, d'y chanter, c'est que déjà, on y est bien chez nous. Et d'y danser. Et d'y danser, exactement. Et le Vastu, c'est aussi c'est permettre de mettre de cette énergie-là pour qu'on puisse s'exprimer de cette manière-là, parce qu'au final, c'est quoi? C'est ça, en fait, c'est envie d'être heureux et de mettre de la joie dans sa maison. C'est l'essentiel. C'est extrêmement important, ça. Qu'on rentre et qu'on ait le sourire d'être chez soi. C'est vrai que si on se dit... ah non, mais là, il va falloir que je rentre chez moi, je préfère être dehors que... Ça arrive, hein, des gens qui disent ah non, mais je peux pas être chez moi, je vais aller dehors, c'est intenable. Et on comprend pourquoi, parce que quand on va chez eux, on se dit on est d'accord. Puis des fois, il y a les problèmes de sommeil aussi. Mais ça fait pas tout non plus, hein, parce qu'il peut y avoir des problèmes de sommeil d'un autre ordre, mais en tout cas, s'il y a un nœud énergétique sur le lit, c'est mauvais. Parce que ça empêche de dormir, parce que ça peut créer des maladies à long terme aussi. Le placement du lit, alors dans le Feng Shui, il y a le chiffre quoi, où on peut justement déterminer. Dans le Vastu, on dit qu'il faut se sentir bien, en fait. À l'ouest, c'est ce qui est le moins... on va dire le moins préconisé, parce que peut-être à l'ouest, c'est peut-être pas génial. Mais après, il faut le sentir. Il faut sentir au niveau des directions. On entend souvent parler du nord-sud. Il faut le sentir. Ouais, il faut le sentir. Et nord-sud, qui était la mode. Oui. Mais après, si on est bien dans le nord-sud, voilà. Peut-être à l'est aussi. L'est, c'est l'éther. C'est la reliance au spirituel. Donc, c'est bien aussi. Comment ? Il faut peut-être aussi incarner. Après, ça dépend des personnalités. Il y en a peut-être qui sont très incarnés, et ça leur ferait peut-être du bien d'avoir la tête à l'est, et puis d'autres qui sont peut-être un peu trop, et puis qui ont besoin de se... Et justement, pour s'ancrer, c'est quoi ? Eh bien, pour s'ancrer, il y a plusieurs... on utilise beaucoup les mandalas, en fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser des forces comme, par exemple, Athéna. Athéna, c'est l'ancrage, c'est l'intelligence stratégique, c'est donner les bons outils, c'est vraiment voir la réalité telle qu'elle est et pouvoir optimiser. Donc ça peut être ça. Lakshmi aussi, hein. Lakshmi, c'est aussi la force de la matérialisation. Vishnu. Ça pourrait aider quelqu'un qui est à 7e étage, justement. Après, de toute façon, en faisant un Vastu, c'est sûr que ça peut aider. Lakshmi peut toujours aider. Après, c'est pas en mettant un mandala qu'on va reconnecter complètement, mais ça peut aider. Si la personne a besoin de se reconnecter justement à la matérialité, à mettre en place des projets, s'il y a des choses très aériennes, eh bien, ça peut permettre d'ancrer les choses. Il y a l'énergie de Shiva aussi qu'on utilise beaucoup, c'est l'énergie de transformation.
Et là, quand on fait un Vastu, c'est aussi une énergie de transformation. Et donc, c'est un catalyseur aussi, Shiva. On utilise la force aussi du masculin et du féminin, Shiva Shakti, pour aussi trouver dans l'ancrage la structure intérieure. C'est-à-dire on est aussi bien polarisé masculin-féminin. Et on a besoin parfois, en étant femme, de développer un côté masculin, et certains hommes, enfin, certains hommes ont aussi besoin de développer leur côté féminin qu'ils ne connaissent pas. D'autres l'ont déjà bien intégré. Et Shiva Shakti, ça permet justement cet équilibre et d'être aussi autonome. Dans le Vastu, on aide beaucoup aussi dans justement cet ancrage, la structure, l'autonomie, la souveraineté, c'est-à-dire trouver sa propre, même si on vit en couple, l'idée c'est de trouver aussi ses propres ressources et pas toujours compter sur l'autre en fait. Et donc c'est ça aussi, c'est une invitation à ça aussi. Et des fois on utilise aussi la force de Kali. Alors là c'est un peu spécial parce que Kali c'est très très fort, la mère divine dans son aspect guerrier, mais ça peut aider à la transformation aussi. Quand il y a eu par exemple des traumatismes forts et qu'il y a besoin de passer à autre chose et vraiment d'imposer aussi certaines choses, poser des limites, etc., on peut utiliser l'énergie de Kali et puis passer à autre chose après. Hein. Les mandalas que l'on pose dans les maisons, ils peuvent être amenés à bouger. C'est en fonction des évolutions des personnes, de ce qu'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de vivre dans l'instant. Donc c'est toute une aventure. Alors là depuis quelque temps, on développe en fait des petits reportages. Alors, on s'amuse beaucoup, hein, on se filme en même temps qu'on fait du Vastu. Et on les poste sur notre chaîne qui s'appelle l'Institut français de Vastu. Donc si ça vous intéresse d'avoir le lien, il y a une feuille sur laquelle vous pourrez noter votre adresse mail. On envoie en fait le lundi les vidéos qu'on a postées. Puis après vous pouvez vous désabonner si ça vous agace. Mais en tout cas, ça peut vous permettre d'avoir aussi une bonne idée de ce que c'est sur le terrain. Et sur notre chaîne YouTube, on a aussi d'autres conférences, on a pas mal de choses aussi explicatives. On a un livre aussi qui va vous donner aussi quelques éléments plus précis, notamment sur les éléments, comme le monsieur a demandé. Après, on a aussi, on intervient partout en France. Et puis là, Laurent, mon mari, est actuellement à La Réunion. Vous voyez, il a bougé, il passe 10 jours là-bas pour aller faire du Vastu. Et donc, nous, on bouge partout en France, en Belgique, Suisse. Et quand on ne peut pas bouger, on demande aux consultants qu'on a formés de venir aussi sur le terrain. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire aussi des devis gratuits ou des diagnostics. Donc, les diagnostics, c'est quoi ? Eh bien, vous prenez 1 heure en visio avec Laurent. Vous apportez votre plan, votre adresse postale, parcelle cadastrale, et enfin vous les postez par mail. Et pendant 1 heure, en fait, Laurent vous fait un diagnostic de la maison pour voir justement les problématiques, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien dans votre maison, et comment ça peut résonner aussi sur votre processus intérieur, ce que vous vivez et sur les problématiques sur lesquelles ça peut appuyer. Et ça, ce sont des diagnostics qui coûtent 95 €. Et ça, on les commande en ligne. Après, si vous souhaitez un devis, vous avez pareil sur le site Institut français de Vastu, vous avez les éléments à fournir et on vous fait un devis gratuitement d'intervention. Et vous-même, vous avez fait des formations en Inde et où en Inde? Parce qu'on est allé souvent en Inde. Oui, alors c'est mon... Nagar, non, pas là-bas. Non, mon mari, en fait, il a été formé par un maître Vastu en Inde pendant 10 ans. Et où, dans quelle région? Près de Pondichéry, dans l'Inde du Sud. Ah, dans l'Inde du Sud, près de Pondichéry, Oui. La France. Et Laurent donc, est venu avec son maître indien. Ils ont commencé à faire des formations. Et là, maintenant, c'est Laurent qui a repris le flambeau. Et moi, j'ai appris à ses côtés.
Donc j'ai été plusieurs fois en Inde, j'ai vu les temples, j'ai bien ressenti tout ça. Mais j'ai appris à ses côtés, en fait. J'ai fait peut-être 300, 400 dossiers, 400 maisons à ses côtés avant de commencer toute seule. Aux échanges qu'on fait avec Perspective Asienne et Revers sur l'Inde, là où les Indiens viennent en France et non, on n'a pas participé. Bon, et ben, est-ce que vous aviez une dernière question, une demande de précision? C'est bon? Choukria. Eh bien, merci beaucoup. Et ben, bonne continuation et bon spectacle. Je ne pourrais pas être là, mais... oui, ça va être chouette. Merci.